Bonjour à tous, c'est à moi qu'il revient d'inaugurer cette série de vidéos sur la façon dont les chercheurs en histoire travaillent dans notre centre. Alors pour ma part, je réalise une thèse sur la façon dont on applique la peine de mort en France au XXe siècle euh, dans les administrations judiciaires et pénitentiaires. Le document que je vais vous présenter aujourd'hui est un cahier de surveillance des condamnés à mort, couvrant les années 1947 à 1954. Ce cahier se trouve dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Il provient de l'ancienne prison d'Aix, qui n'est aujourd'hui plus en service et qui, après rénovation, abrite désormais la cour d'appel. Alors pourquoi avoir choisi de vous présenter ce document? Déjà parce que c'est un exemplaire unique, j'en ai pas trouvé d'équivalent ailleurs. Ensuite parce que c'est une source de première main pour voir ce qui se passe derrière les murs obscurs d'un quartier condamné à mort. Alors en France on n'utilise pas le terme de couloir de la mort, on parle plutôt de quartier de la haute surveillance ou de quartier des fers parce que les condamnés à mort étaient enchaînés. Alors on a certes pour cette époque quelques reportages qui traitent de ces endroits, mais on sait que les journalistes ont une certaine tendance au sensationnalisme, et ce qui est intéressant avec ce type d'archives, c'est qu'il s'agit d'un document administratif. Donc on voit cependant que ce document a un aspect un peu bricolé. On a recyclé en fait un registre d'infirmerie, on voit que c'est marqué dessus prescription à la consultation. À l'intérieur on retrouve des colonnes pour la date, le numéro d'écrou, les remèdes et prescriptions. À la place, les surveillants ont inscrit leur tour de garde, leur nom, leurs observations, en émargeant à chaque fois. Le cahier s'ouvre sur le nom du condamné à mort, avec la date du verdict. On voit la division en service de jour et service de nuit. Sont aussi inscrits les heures de début et de fin du tour de garde, les indications sur ce qui s'est déroulé pendant la surveillance et les visites reçues. La plupart du temps, les gardiens se contentent d'inscrire un simple RAS, rien à signaler, à côté de leur nom. Les tours de garde durent entre 1 heure et 4 heures environ, ça varie suivant les années. La présentation du registre se modifie au cours du temps avec de nouvelles écritures, avec par exemple la mention des rondes du brigadier. L'aspect bricolé se retrouve aussi au tout début de ce cahier, où sont compilées les différentes circulaires applicables au régime carcéral des condamnés à mort, avec quelques annotations. Elles ont été collées au fur et à mesure de 1949 à 1954. Le personnel pénitentiaire s'est en quelque sorte composé son propre petit code du quartier des fers. Les surveillants de la prison d'Aix avaient en fait assez peu l'habitude de surveiller des condamnés à mort. On compte quand même 14 cas qui passent par cette maison d'arrêt entre 1947 et 1954, en incluant les condamnés à mort pour faits politiques par les tribunaux d'épuration. Mais ces condamnés ne restent jamais très longtemps. À Aix, à cette époque-là, on ne fait plus d'exécution. La dernière guillotinade aixoise remonte à 1934. Et en fait, ils restent ici pendant 4 ou 5 jours avant d'être transférés au Baumette, à Marseille, où là, par contre, ils vont attendre pendant plusieurs mois leur exécution ou l'annonce de la grâce présidentielle. Comme ils ne voient ces condamnés que de loin en loin, les surveillants d'Aix-en-Provence ont donc besoin d'avoir sous la main un certain nombre d'instructions pour leur rappeler les procédures à suivre. On a ainsi, vers la fin du cahier, une remarque qui recommande expressément de ne pas omettre de lire et relire les consignes circulaires et notes annexées au présent registre. On trouve aussi des rappels à l'ordre, comme cette note qui rappelle aux surveillants d'émarger au cahier de surveillance. Ces circulaires viennent après-guerre formaliser le régime traditionnel qui était appliqué aux condamnés à mort depuis le début du XIXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle, et qui n'avait guère bougé jusque-là, avec quelques variantes locales. La première circulaire date de mars 1949. Le régime carcéral auquel les condamnés à mort sont soumis est très dur. Ils sont surveillés de jour comme de nuit. Bien évidemment, ils n'ont aucune intimité. Ils portent au pied des entraves, ainsi que des menottes la nuit. Les chaînes sont souvent assez lourdes et peuvent les blesser. Le peu de mobilier qu'ils ont doit être fixé au sol pour éviter qu'ils s'en servent pour se blesser, y compris, comme nous le montre une petite annotation, le pot de chambre, la tinette. Les condamnés à mort étaient normalement placés dans une cellule spéciale, éclairée toute la nuit, séparée par un grillage ou une grille d'une autre pièce où se trouvait toujours un gardien, n'ont droit à aucun effet personnel. Un ordre de service précise, rien ne doit demeurer dans la cellule du condamné à mort. Savon, brosse à dents, papier à lettres et accessoires devront être retirés après usage et enfermés dans le placard de la cellule de surveillance. La même note mentionne aussi qu'on ne doit passer les cigarettes aux condamnés qu'une fois allumées. Le fait de pouvoir fumer à volonté était l'un de leurs rares privilèges et réconforts. On précise également qu'on ne doit jamais laisser seul le balayeur dans la cellule.
On voit donc les précautions prises pour éviter qu'aucun objet ne leur parvienne et qu'il ne puisse se servir pour faire du mal ou se faire du mal. Il faut en particulier éviter que le condamné ne se suicide et se dérobe ainsi à son châtiment. Malgré ces impératifs de sécurité qui pèsent lourdement sur leur vie, sur les conditions matérielles dans lesquelles ils sont enfermés, on voit cependant aussi la volonté de ne pas les accabler et d'améliorer un peu leur ordinaire. Cela peut être mis en relation avec la mise en place de la réforme pénitentiaire depuis 1945, une réforme qui vise à humaniser les prisons, même si on ne donnera pas vraiment les moyens de sa réussite. Au Beaumet, par exemple, on va moderniser le quartier des condamnés à mort, et un journaliste pourra décrire une vaste chambre éclairée par un vasista. Ici, on n'a pas de description de cette cellule, mais on voit les circulaires envoyés par le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Charles Germain, pour améliorer le régime alimentaire des condamnés à mort ou pour supprimer progressivement le port des entraves. Alors la suppression complète de ces entraves de jour comme de nuit n'est cependant applicable à Aix qu'à la fin de 1954, c'est-à-dire précisément au moment où ce cahier s'interrompt, faute de nouveaux condamnés. Le condamné a aussi le droit d'entretenir une correspondance. Il a le droit à une promenade par jour. Celle-ci se fait à l'écart des autres détenus, encadrée par des surveillants pendant 1 heure. Pendant ce temps, un autre détenu assure le ménage. On en profite pour procéder régulièrement à des fouilles. Le condamné peut aussi emprunter des ouvrages à la bibliothèque. Nombre d'entre eux sont illettrés, ou du moins sont peu familiers avec la lecture. Ils préfèrent souvent d'autres loisirs, comme par exemple jouer aux cartes avec leur gardien. Mais on a ici l'exemple d'un condamné qui a emprunté les œuvres de Mirabeau et la résurrection d'Orphée, et qui les rend à la bibliothèque au moment de son transfert. Alors, la plupart des annotations qu'on trouve dans ce cahier concernent en fait principalement les différentes visites reçues par les condamnés à mort, qu'il s'agit des avocats, du greffier, de la haute hiérarchie pénitentiaire qui vient s'assurer que tout se passe bien. Parmi les autres visiteurs, on retrouve l'assistante sociale, on retrouve l'infirmière, la bien nommée Madame Lamorte, et l'aumônier protestant, le pasteur Lamorte, qui est, je suppose, le mari, et qui semble beaucoup plus actif dans le sauvetage des âmes de ces réprouvés que son homologue catholique. On voit aussi quelques visites des pères blancs. Si l'attitude du condamné ne donne généralement pas lieu à commentaire, il arrive parfois qu'il y ait de petites rébellions ou de petits mouvements d'humeur, suivant comment on les interprète. Une note mentionne par exemple que le condamné a jeté sa soupe dans la tinette et a refusé de la manger. Une autre annotation indique que le condamné à mort a refusé la soupe et le ragoût. Or, l'appétit des condamnés était particulièrement surveillé, puisqu'il ne fallait pas qu'ils se laissent dépérir. Il y avait par exemple au début du siècle, alors ça se passe cette fois-ci à la prison Chave de Marseille, des rapports quotidiens qui étaient envoyés à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour décrire l'appétit, le sommeil et le moral des condamnés à mort. Donc ce document reste très administratif et fonctionnel. Il ne nous permet pas, par exemple, d'éclairer la nature des relations nouées entre les condamnés à mort et leurs surveillants. Certains reportages montrent qu'une forme d'attachement peut naître entre le condamné et ses gardiens, puisqu'ils restent ensemble pendant des heures. D'autres témoignages montrent à l'inverse des situations plus tendues. Alors ici, le temps passé dans la prison est, il est vrai, assez court, et sans doute trop court pour que de telles relations se développent. Ce cahier ne nous permet pas non plus vraiment d'imaginer ce que pouvaient penser les condamnés à mort dans les jours suivant leur verdict, mais il nous donne quand même une multitude de petites informations sur la façon dont s'organise le personnel pénitentiaire, le directeur, les aumôniers, pour gérer la garde de ces patients particuliers. Voilà, donc j'espère que grâce à ce document, j'aurai pu vous donner un petit aperçu du quartier des Fers de l'ancienne prison d'Aix au milieu du siècle dernier.